L'effet de groupe, c'est l'ensemble des modifications morphologiques, physiologiques et éthologiques que provoque la vie avec ses congénères. Alors, ces effets vont avoir lieu ou vont agir sur plusieurs fonctions. On commence par l'exemple de l'effet sur la reproduction. Alors, chez les invertébrés, nous prenons l'exemple des acrédiens migrateurs. Alors, avant 1928, on croyait qu'on a deux espèces de criquets, la Locusta dominica et la Locusta migratoria. La première vit en solitaire, elle a une couleur verdâtre, présente une activité très lente et un appétit et un métabolisme faible. Par contre, elle a une fréquence de ponte très élevée avec un nombre d'œufs plus élevé également. La Locusta migratoria est grégaire. Elle est de couleur rouge, très active avec les déplacements rapides. Son appétit insatiable et son grand métabolisme la rendent très dangereuse pour les plantations agricoles causées par leur invasion qui a lieu de temps en temps. Leur ponte est réduite à quelques œufs, mais de grande taille. Après 1928, Uvarov a montré que s'il faisait une couvaison des œufs de la Locusta dominica en les serrant les uns contre les autres, il constate qu'après un certain nombre de mues, avec toujours un élevage serré des individus et une bonne alimentation, il constate que la descendance ressemble de plus en plus à la Locusta migratoria. Et inversement, si les œufs de la Locusta migratoria sont couvés séparément, avec peu de nutriments, on va aboutir à des individus qui s'approchent plus à la Locusta dominica. Il en conclut qu'il s'agit d'une même espèce et que selon les conditions d'élevage et du milieu, on a plus de Locusta migratoria dans les bonnes conditions et la Locusta dominica quand la nourriture diminue et la température baisse. Il a constaté également que la maturité sexuelle des mâles diminue en présence des jeunes, surtout les jeunes mâles, et augmente avec la présence des vieux mâles et des femelles. Et ceci surtout à partir de la deuxième semaine de l'éclosion. Chez les vertébrés, on peut citer l'effet Christian, c'est l'hypertrophie de la glande surrénalienne chez les rongeurs mâles qui apparaît avec le surgroupement de plusieurs individus dans un même endroit. Il est dû principalement au stress et la compétition entre les mâles. Chez les femelles, on n'observe pas cet effet de Christian qui est l'hypertrophie, mais on constate qu'elle présente de moins en moins de gestation avec une augmentation de mortalité intra-utérine des fœtus et une diminution d'allaitement. Mais faites attention, on parle ici de l'effet de groupe et non l'effet de masse. L'effet de masse, c'est lorsqu'il y a entassement des individus dans un endroit très étroit avec accumulation de déchets et manque de nourriture. L'effet Leybout maintenant, c'est une perturbation du cycle œstrien chez les souris femelles groupées. Leur cycle se bloque en anestrus. Il s'agit de l'absence fréquente de chaleur observable pendant une période plus ou moins longue à un moment où les chaleurs devraient être observées. On a donc un arrêt de l'ovulation. Pour l'effet Witten, c'est le rétablissement du cycle œstrien qui a été bloqué en un cycle œstrien normal chez les femelles lorsqu'on les remet en présence d'un mâle.
L'effet Bruce, c'est l'arrêt de la gestation d'une femelle qui vient de s'accoupler avec un mâle A lorsqu'on la met avec un autre mâle B. Et elle redevient réceptrice pour un nouveau accouplement avec ce mâle B. Tous ces effets de groupe sont dus à des phéromones sécrétés par des mâles, soit dans leurs urines, soit par leur plancher plantaire, et ils agissent sur les femelles. L'apprentissage dans le groupe. La présence d'un individu dans le groupe facilite son apprentissage. On va voir d'abord la facilitation sociale. S'il existe dans le groupe des individus qui ont déjà acquis un comportement, les autres membres apprennent plus facilement en les regardant faire. On parle également de la transmission culturelle lorsque le comportement est modifié par l'observation d'un modèle ou d'un leader qu'on appelle également un démonstrateur. Il y a donc une économie d'erreurs et une rapidité d'apprentissage. Dans une expérience où les sardines doivent apprendre à nager dans un labyrinthe pour arriver à une sortie où ils trouvent de la nourriture, la substitution de 40% d'entre eux par des sardines naïves, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait l'apprentissage de la trajectoire, ne change pas la performance du groupe. Les sardines naïves suivent celles déjà expérimentées. Chez les rats également, quand on leur donne une nouvelle nourriture, ils hésitent à la consommer et attendent qu'un aventureux la goûte le premier et ils attendent pour voir si ce rat goûteur présente un malaise ou s'il meurt. Dans ce cas, il évite de manger cette nourriture. On parle alors d'un apprentissage aversif. Si par contre rien ne se passe, tous les autres peuvent manger cette nourriture sans souci. Maintenant, on va voir l'apprentissage par imitation. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'imitation? Une imitation ou imiter, c'est reproduire un acte nouveau ou improbable pour lequel il n'existe aucune tendance instinctive. Par exemple, les macaques de l'île de Koshima, au Japon, ont appris à laver les tubercules de patates douces à l'eau de mer, ce qui les nettoie et les sale. Ce comportement a été observé pour la première fois sur une jeune femelle de 18 mois. Au bout de 1 an et demi, par la suite, 50% des individus ont appris à le faire. Par contre, les vieux n'ont pas appris. Parmi eux, seuls 18% des femelles ont appris en 10 ans. Et pratiquement aucun mâle. En principe, on n'imite pas un modèle qui est souvent, ou plutôt, on imite plutôt un mâle dominant et on n'imite jamais un jeune ou une femelle. On cite également la stratégie de chasse apprise chez les orques qui s'échouent et se retrouvent sur les côtes de la mer pour capturer les otaries. Exemple également de décapsulage des bouteilles de lait par des mésanges bleus qui se trouvent en Angleterre. Alors ces passereaux ont appris à percer des capsules des bouteilles de lait déposées sur le perron des habitations pour dérober la crème qui monte à la surface du lait. Ce comportement est apparu en plusieurs endroits différents et s'est étendu à tout le pays et même à d'autres pays. La question est posée de savoir s'il s'agit réellement d'une transmission par imitation. En effet,
il est sans doute dérivé de l'habitude de ces oiseaux à soulever l'écorce des arbres pour y trouver les insectes. Donc, percer du bec la capsule de la bouteille semble donc être plutôt un apprentissage facilité par leur aptitude à être attirés par les congénères. Utilisation des outils et culture animale. Les primatologues ont recensé 39 comportements qualifiés de culture chez les chimpanzés en Afrique, comme casser les noix de palmier, pêcher les termites ou les fourmis, faire un coussin de feuilles ou un éventail à mouches. Il s'agit d'une véritable culture avec utilisation d'outils. Certaines troupes de chimpanzés utilisent des outils en pierre pour briser les noix alors que d'autres se servent de bâtons. La transmission se fait aussi par imitation vraie ou apprentissage social. Il faut 4 à 5 ans aux jeunes pour apprendre à casser les noix les plus dures. On connaît également de nombreux exemples d'outils chez les oiseaux qui utilisent leur bec comme une main. Au total, plus d'une centaine d'animaux utilisent des outils. Vous avez un exemple d'un bébé chimpanzé utilisant une baguette pour pêcher les fourmis. Et vous avez également un corbeau de Nouvelle-Calédonie avec un crochet qu'il a fabriqué pour extirper les vers des troncs d'arbres. Je vous donnerai par la suite un tableau avec quelques outils et leur utilisation chez divers animaux. La hiérarchie dans les groupes sociaux. On y trouve divers types de hiérarchie. Le despotisme, ou un despote qu'on appelle chef ou un leader, qui est également l'alpha du groupe, peut dominer tous les autres. C'est le cas des souris. Chez les guêpes également, les femelles s'associent au printemps pour fonder une colonie. L'une d'entre elles devient dominante et agresse les autres. Elle va manger leurs œufs. La dominante devient reine et les autres des ouvrières. Chez les biches, les éléphantes, la troupe est conduite par une femelle âgée expérimentée. C'est ce qu'on a vu auparavant. Souvent, la hiérarchie n'est pas linéaire comme chez les poules, mais il existe souvent des relations triangulaires. L'alpha a battu bêta dans un combat, bêta a battu gamma, mais gamma a battu dans un combat l'alpha. Et au lieu, par exemple, de manger, elles passent leur temps à courir l'une après l'autre. Mais cette hiérarchie triangulaire, elle est éphémère. Donc, elle va disparaître rapidement pour donner une hiérarchie linéaire. Certaines poules jouissent en effet de droits particuliers pour l'accès à la nourriture. Elles se nourrissent les premières et repoussent les autres avec coup de bec. Cette hiérarchie est linéaire. L'alpha domine toutes les autres bêta, toutes les autres poules à part l'alpha, et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui constitue l'oméga du groupe. Et elle ne doit sa vie qu'en évitant toutes les autres poules. Cette hiérarchie peut mettre un certain temps à s'installer et dans un groupe de coqs, il faut compter entre 7 mois et 1 an. Pour le déterminisme de la hiérarchie et la dominance, il existe 2 modèles de mise en place des relations hiérarchiques. Le modèle des tournois et le modèle corrélationnel. Dans le dernier modèle, chaque individu se compare à tous les autres successivement, mais ce n'est évidemment pas ce qui se passe dans la nature. Le modèle corrélationnel
recherche les corrélations entre les caractéristiques individuelles, taille, couleur du plumage, etc. et la position dans la hiérarchie. Si on prend l'exemple chez les singes, le poids des mâles détermine leur rang hiérarchique. Souvent, les mâles adultes âgés se trouvent au plus haut niveau de la hiérarchie. Alors, quels sont les avantages à être dominant? Évidemment, le premier avantage est l'accès privilégié à la nourriture, aux partenaires sexuels et au meilleur endroit de protection, ce qui a des conséquences bénéfiques sur la fitness. On peut se demander comment s'exerce cette dominance. Alors, il y a deux possibilités, ou plutôt trois. La dominance s'exerce par un contrôle direct, par exemple en empêchant l'accès aux femelles ou, comme chez le loup, en empêchant les subordonnés de s'accoupler. Mais parfois, une véritable castration physiologique existe. L'exemple le plus connu est celui de la reine d'Adèle qui sécrète une phéromone royale inhibitrice de la pente des ouvrières. Dans d'autres cas, les dominés vont volontairement s'abstenir de se reproduire au bénéfice du groupe. En présence de la reine, les femelles de rats top nus, par exemple, ont aussi leur système gonado-hypophysaire au repos et ne se reproduisent pas. Il en est de même chez le tamarin lion doré, où les femelles subordonnées ovulent mais ne s'accouplent pas. Dans ce cas, il s'agit d'une castration psychosomatique. Il n'y a pas de phéromone inhibitrice. C'est ainsi que l'on explique l'absence de pente chez certaines fourmis où les ouvrières peuvent pondre des œufs haploïdes donnant des mâles. La reine n'a pas de phéromone inhibitrice, mais son odeur indique son statut de pondeuse. Les ouvrières alors se consacrent à l'élevage de leurs sœurs. Ainsi se termine notre cours d'éthologie. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance.